qu'on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on drape. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Pierre Thévagnon, la librairie Résistance est très contente de t'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci pour cette invitation. Moi, je suis issu de ce peuple de gauche que j'interpelle dans le livre. Je n'ai jamais été membre du NPA, mais j'ai toujours été proche et sympathisant des combats que mène avec d'autres le NPA. Par ailleurs, comme citoyen, militant, antiraciste, et puis enseignant aussi, je crois que ça a joué un rôle. J'ai été amené depuis 10 ans maintenant à m'engager dans la lutte contre l'exclusion d'abord des élèves musulmanes qui portent le foulard de l'école. Et puis, comme on a pu voir après, plus largement, des femmes musulmanes qui portent le foulard d'un petit peu partout. Donc ça fait 10 ans que ça dure. Depuis 10 ans que ça dure, donc est relancé ce qu'on peut appeler la guerre du voile. J'entends dans les milieux de gauche, justement, dans les milieux de gauche, de la gauche de gauche, c'est-à-dire de tout ce qui est à gauche du Parti Socialiste, toutes tendances confondues. En France, j'entends, y compris dans le milieu enseignant, qui fait partie d'une des bases sociales de ce qu'on appelle le peuple de gauche, et dans les milieux militants, aussi bien de tradition marxiste que libertaire, j'entends revenir la fameuse citation de Marx sur la religion opium du peuple, et utiliser pour justifier, pour donner une assise, pour donner une légitimation à des attitudes de rejet, de méfiance, d'exclusion pure et simple parfois, de femmes essentiellement, musulmanes qui portent le foulard, mais au-delà d'hommes ou de femmes musulmans et musulmanes qui trop ouvertement, trop ostensiblement manifesteraient leur attachement à une référence religieuse, en l'occurrence essentiellement musulmane. Donc, moi, comme professeur de philosophie et citoyen français de gauche, ayant lu un petit peu Marx, sans plus, je ne suis pas érudit, mais j'ai lu un certain nombre de textes. Ça fait partie des auteurs, parmi de nombreux autres, qui m'intéressent, qui m'influencent, qui me donnent des outils pour réfléchir. Comme enseignant aussi, ça fait partie des textes un petit peu classiques, quand on étudie la religion, qu'on peut être amené à étudier en classe. Et donc, il se trouve que ce texte fameux sur la religion, dans lequel on trouve cette formule au peuple du peuple, donc je le connaissais, je l'avais lu, et que j'avais été frappé dès les premières lectures, donc y compris avant que reviennent un peu au devant de la scène ces affaires de voile, la question du voile et plus largement la question musulmane. J'avais été surpris de voir que ce texte ne correspondait pas à l'image qu'on pouvait s'en faire a priori quand on entend cette formule, et qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un texte qu'on pouvait qualifier d'anti-religieux. Et puis évidemment, ce décalage entre donc, le sens du texte, le propos du texte, et puis ce qu'on peut lui faire dire, est devenu de plus en plus criant quand je voyais que ce texte était utilisé vraiment dans un contexte très concret pour justifier, encore une fois, une méfiance a priori, une défiance de l'hostilité, du soupçon systématique, et donc de fait des attitudes plus ou moins brutales, mais d'exclusion du champ de la militance antilibérale, altermondialiste, de gauche, libertaire, de toute une série de mouvances, d'individus, de personnes, au prétexte, au motif
croyantes, pratiquantes, et ils ne s'en cacheraient pas. Donc voilà, c'était un petit peu un leitmotiv de plus en plus agaçant au fur et à mesure qu'il était de plus en plus fréquent, depuis des années. Donc voilà, il y avait une espèce de lassitude et de colère, y compris intellectuelle, donc pas seulement de colère parce que c'était des attitudes d'exclusion qui me semblaient bêtes et méchantes, et peut-être bien souvent racistes, mais aussi donc parce qu'il y avait une espèce de scandale intellectuel, de scandale philosophique à faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas vraiment, et même on pourrait dire ce qu'il ne dit vraiment pas. Alors évidemment cet écart il a atteint son paroxysme en 2010. Alors par ailleurs, depuis quelques années justement, donc, ce qu'on pouvait observer, c'était que, et ça je pense que ça commence à être familier, en tout cas moi, pour moi c'est familier parce que j'ai beaucoup écrit dessus et j'ai beaucoup critiqué ça, le rejet des femmes voilées et plus largement des musulmans, il s'adossait, il se légitimait essentiellement de deux manières, sur deux jambes, qui étaient la laïcité et le féminisme. Donc, avec d'autres, j'ai beaucoup critiqué justement ce qu'on pourrait appeler la redécouverte et la relecture ou le réinvestissement paradoxal de la laïcité et du féminisme. Plutôt que d'ailleurs réinvestissement paradoxal, on pourrait dire la subversion. Mais voilà, aussi bien le féminisme que la laïcité étaient redécouverts de manière opportuniste pour beaucoup, et étaient en tout cas redéfinis d'une manière qui n'avait plus rien à voir avec ce qui avait été au départ la laïcité, donc, telle qu'elle s'était construite, débattue et finalement inscrite dans la loi à la fin du XIXe siècle avec les lois Jules Ferry notamment sur l'école, et puis en 1905 avec la loi de séparation des églises et de l'État. Et puis le combat féministe, là sur une période plus longue, la manière dont le féminisme était utilisé aussi pour justifier une loi répressive contre des femmes, c'était aussi un petit peu une nouveauté très paradoxale et très curieuse et très scandaleuse en vérité de l'étendard féministe. Et là dans ce livre j'ai voulu donc m'attaquer à une manière plus spécifiquement gauchiste, ou plus spécifiquement de gauche en tout cas, de fonder un positionnement théorique et puis des pratiques, un comportement, des attitudes, encore une fois de méfiance, de défiance, de soupçon, de rejet à l'égard des musulmanes voilées et plus largement des musulmans. Et donc cette manière plus spécifiquement de gauche, c'est non plus la religion, non plus la laïcité ou le féminisme, qui, là aussi on pourrait y revenir de manière assez curieuse, bizarre, étonnante, dans une société que moi je considère comme pas spécialement et pas intégralement laïcisée, et encore moins intégralement convertie au féminisme et à l'égalité homme-femme. Donc de manière assez bizarre, curieuse, étonnante, les mots laïcité et féminisme font consensus en France. De l'extrême droite de Marine Le Pen à l'extrême gauche de Lutte ouvrière, tout le monde se positionne de plus en plus fermement et de plus en plus ouvertement et de plus en plus fréquemment comme féministe et comme laïque, assez souvent quand il est question d'islam, de musulmans et de musulmanes et de foulard. Mais voilà, à gauche, il y avait quelque chose de spécifique. Il y avait à la fois beaucoup de ressemblances et puis des spécificités. Ce qu'il y avait de spécifique, c'est qu'évidemment, quand on est à la gauche du PS, on n'est pas dans les grands partis de gouvernement qui ont le pouvoir de mettre à l'agenda des projets de loi et de faire changer vraiment des lois, et de voter par exemple des lois qui interdisent le niqab dans tout l'espace public ou le foulard à l'école.
ce ne sont pas les institutions étatiques et ce n'est pas l'accès à un service public comme le service public d'éducation qui sont en jeu. Ce n'est pas donc l'État qu'il s'agit de protéger contre l'ennemi de l'intérieur musulman ou islamiste, ou on l'appelle comme on veut. Ce sont plutôt des espaces politiques, des espaces associatifs, donc, et puis des espaces symboliques. C'est-à-dire que ce qu'il s'agit de préserver, de protéger contre l'influence néfaste d'une certaine forme de religiosité, ce sont des partis de gauche, d'extrême gauche, des syndics. Voilà, c'est la vie politique, c'est la vie syndicale, c'est la vie associative. Et puis ce sont des espaces symboliques, c'est-à-dire c'est l'antilibéralisme, c'est l'antisexisme, c'est le féminisme, c'est l'altermondialisme, c'est l'anarchisme éventuellement. Enfin, c'est toute une série de courants de gauche qu'il s'agit de préserver d'une influence forcément néfaste de, entre guillemets, la religion. Et donc j'y viens. Effectivement, dans ces milieux de gauche, c'est pas simplement, donc c'est pas les mêmes espaces qu'on va protéger, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Par contre, ce qui est troublant, c'est que c'est les mêmes menaces. Donc, on se situe à l'extrême gauche ou dans le reste de l'échiquier politique. En tout cas, il semble qu'il y ait une espèce de consensus sur l'identification du mauvais objet, de la menace dont il faut se prémunir. Je fais remarquer dans le livre qu'il y a eu donc ce phénomène un petit peu troublant en 2010, puisqu'en 2010, donc c'est là qu'est née l'idée de ce livre, il y a eu la fameuse affaire Ilham Moussaï. Alors, auparavant, il faut dire que, avant cette affaire, on entendait de plus en plus dans les salles des profs ou dans les milieux de gauche, de la gauche radicale, cette fameuse phrase, des postures, on voyait de plus en plus s'affirmer, s'afficher avec fermeté, de manière presque identitaire, des postures anti-religieuses. Donc c'était plus la laïcité et le féminisme, c'était vraiment la religion qui était présentée comme le souci, le problème, et donc une identité anti-religieuse, et pas seulement féministe ou laïque, qui était affichée. Un des symptômes que j'évoque dans le livre de ce regain, ou de ce renouveau anti-religieux, et de ce que j'appelle aussi cet usage identitaire de l'athéisme, donc de cet athéisme identitaire. Donc comme il peut y avoir des usages identitaires de la religion, de la religiosité ou d'une religion, voilà, moi j'observais quelque chose qu'on pouvait considérer comme un usage identitaire, un besoin tout d'un coup soudain de dire, pas simplement d'être athée et de continuer de l'être comme on l'a toujours été, mais d'affirmer qu'on l'est, de le clamer et de mettre en avant. Un des symptômes donc de ce regain identitaire, de cet athéisme identitaire, c'était la promotion très importante et de fait le succès colossal qu'a eu un livre de Michel Onfray qui s'appelait le traité de la théologie, qui était une espèce de pamphlet de 600 pages contre la religion, par essence mauvaise, par essence réactionnaire, par essence quasi fasciste, et plus précisément les trois monothéismes, avec en gros 3/3 tapant sur les trois monothéismes. Si on rentre dans le détail, on peut même voir, quoi que dise l'auteur, un traitement de faveur dans le sens du mal pour l'islam, bien entendu. Mais en tout cas, la religion, les trois monothéismes, étaient devenus l'ennemi principal de tout bon homme de gauche, de tout honnête homme éclairé, libertaire, puisque c'est comme ça que se présentait Michel Onfray. Et puis donc arrive cette affaire Ilham Moussaï, donc en 2010. Moi, comme je le disais, j'étais sympathisant du NPA, intéressé par ce qui se passait au NPA, intéressé par cette candidature, d'autant plus qu'elle arrivait, et c'était là-dessus que je voulais venir.
dans un moment très particulier, dans un contexte très particulier. On était à la moitié du règne de Nicolas Sarkozy, qui avait quand même été élu sur une campagne très violemment raciste, identitaire, là aussi, fierté nationale, refus de la repentance, fierté du passé colonial de la France, islamophobie, rejet du voile, qu'on trouvait présent dans quasi tous ses discours de campagne en 2007. Et puis cette fameuse thématique de l'identité nationale. Et à cette moitié de mandat, Sarkozy, justement, était lancé le fameux grand débat sur l'identité nationale. Et évidemment, il y avait des résistances, Dieu merci. Il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient pour dénoncer cette opération idéologique et ses fondements. Donc cette idéologie, cette vision cette conception très particulière de l'identité nationale, ce débat sur l'identité nationale. Et ce débat, évidemment, sur l'identité nationale, il consistait à défendre une identité française, nationale, homogène, dans laquelle il n'y aurait pas de contradictions, de conflits sociaux, dans laquelle il n'y aurait pas de contradictions, de divisions en classes sociales, dans laquelle il n'y aurait pas non plus de conflits et de contradictions politiques. Donc, comme si la France n'avait pas été de longue date un espace dans lequel justement des réactionnaires et des progressistes, des bourgeois et une classe ouvrière, des laïcs et des cléricaux, des féministes et des antiféministes s'étaient affrontés et continuaient de s'affronter. Donc on avait une vision d'une identité nationale homogène et immaculée, évidemment, de toute éternité et unanimement par toutes les vertus, donc féministe, sociale, laïque, tout ce qu'on veut, qui ne serait menacée que par un ennemi intérieur importé de fraîche date, qui serait en gros l'islam, et la figure repoussoire, donc puisqu'on se définit toujours par contraste et par opposition, en gros l'identité nationale, elle était définie essentiellement en négatif. C'était le refus du voile, le refus de l'islam, et l'emblème de ce qui n'était pas l'identité nationale et de ce qui menaçait l'identité nationale et de ce qui était en gros l'anti-France, c'était une figure particulière, parce que moi c'était une figure dont il se trouvait que depuis pas mal d'années, je côtoyais et je connaissais des spécimens de cette figure qu'on présentait comme la menace pour l'identité nationale et pour tout ce que cette identité nationale a de précieux, pour toutes nos libertés, etc. C'était la femme musulmane portant un foulard. Et plus précisément, de manière absolument contemporaine par rapport à ce débat sur l'identité nationale, il y avait en même temps un débat sur la fameuse loi, la commission Gérin-Raoult, et l'opus 2 de la législation sur le voile, la loi qui interdisait le port du voile intégral dans l'espace public. Débat qui avait été lancé par Sarkozy d'une manière tout à fait ouverte, puisque la phrase répétée de manière périodique, c'était le niqab, la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République française. On était dans ce climat-là, dans ce contexte-là, et parmi les voix qui s'élevaient de la gauche, justement, et qui s'élevaient justement de ce que j'appelle la gauche, de la gauche, de tout ce qui est à gauche du Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste avait une posture très molle par rapport à cette problématique de l'identité nationale, et encore plus complaisante, c'était même quasiment une complicité active. Et, elle participait au consensus sur la question de l'interdiction du voile dans l'espace public. Donc, c'est bien de la gauche, de tout ce qui était à gauche du PS, que venaient les critiques les plus pertinentes et les plus éloquentes de ce débat pourri sur l'identité nationale, et en particulier du NPA, que venaient les plus belles et les plus pertinentes des critiques sur ce débat infect sur l'identité nationale, et y compris, il y avait une critique qui venait du NPA, notamment, sur l'opération Burqa.
Sauf que, au moment même où donc, le NPA prenait ses belles positions, s'organisait en son sein un grand débat sur l'identité anticapitaliste, polarisé sur exactement la même figure repoussoire, qui était une femme musulmane, adhérente du NPA, qui a eu le malheur d'être désignée tête de liste aux élections de 2010, qui s'appelait Hélène Moussaïd et qui portait un foulard. Tête de liste départementale. Voilà. Et, en tout cas, voilà, elle figurait en bonne place sur la liste, et rien que ça était déjà un gros problème qui a occupé en interne le NPA. Donc il se passait dans le microcosme, donc quelque chose qui ressemblait quand même, qui avait un air de famille, avec ce qui se passait dans le macrocosme de la société française et organisée par l'État français, à savoir un grand débat sur l'identité anticapitaliste autour d'une figure repoussoire. De ce qui posait problème à l'identité anticapitaliste au sein du NPA était quand même, drôle de hasard, la même chose qui posait problème à la supposée identité nationale au niveau macro. Et de fait, la teneur, l'ambiance, le déroulement de ce débat assez rapidement a abouti au bout de quelques mois au départ collectif d'une partie importante des adhérents du comité d'Avignon dans lequel était Hélène Moussaïd, et donc à la démission d'Hélène Moussaïd et de plusieurs autres de ses camarades. Parce que de fait, effectivement, je le formule comme ça dans le livre, la petite musique qui, au fil des mois de débats internes au sein du NPA sur, je ne sais plus comment il était intitulé, féminisme, laïcité, religion, anticapitalisme, la petite musique qui émanait de ce débat interne était quand même quelque chose du genre le voile n'est pas le bienvenu sur le territoire de l'anticapitalisme français. Voilà. Il y avait quand même une analogie, en tout cas moi, qui m'a frappé et qui m'a désolé et qui m'a déçu. Bon, ça a été vécu évidemment beaucoup plus durement encore par les personnes concernées. Mais en tout cas, moi, c'était le début, dès le déclenchement de cette affaire, que je me suis dit, tiens, il va falloir que je fasse un sort, depuis le temps que ça m'énerve d'entendre cette phrase de Marx utilisée un petit peu n'importe comment, de manière donc erronée, bête et par ailleurs méchante, puisque c'est, après tout, pourquoi pas faire des contresens, pourquoi pas détourner le sens d'un texte si c'est pour une belle cause, si c'est pour le rendre meilleur qu'il n'est, ou si c'est pour défendre des causes justes. En l'occurrence, il s'agissait non seulement d'un détournement de sens, mais d'un détournement de sens à des fins politiquement dégoûtantes à mes yeux. De fait, donc, on s'est mis à entendre tout d'un coup, de la même manière que tout le monde redécouvrait le féminisme et la laïcité, que tout le monde redécouvrait Jules Ferry, que tout le monde redécouvrait Olympe de Gouges, que tout le monde redécouvrait Simone de Beauvoir, parce que tout d'un coup il y avait des femmes musulmanes voilées à mater. De la même manière, tout d'un coup, au début de l'année 2010, tout le monde a redécouvert Karl Marx et tout le monde est devenu matérialiste et marxiste. Et tout le monde s'est mis à citer Marx et tout le monde s'est mis à faire la leçon au NPA. Quand je dis tout le monde, je les cite dans le livre, c'est Nadine Morano, c'est Aurélie Filippetti, c'est des gens dont on ignorait qu'ils étaient marxistes ou que Marx comptait autant pour eux. C'est Éric Zemmour, c'est Michel Onfray, c'est Laurent Fabius, voilà. Relisez, alors c'était le plus souvent relisez Marx, La religion et l'opium du peuple. Fabius a aussi relisé Trotsky. Et tout le monde, toute la presse et tous les autres partis concurrents sont tombés à bras raccourcis sur cette candidate. On aurait pu s'attendre à ce que son parti la défende unanimement et disent c'est ni à Éric Zemmour, ni à Martine Aubry, ni à Laurent Fabius, ni à Nadine Morano, ni à Aurélie Filippetti, ni à personne de nous dire quel candidat on doit désigner. On est derrière notre candidate et on vous emmerde. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le soutien de principe a été très faible et les critiques qui venaient un petit peu de toutes parts de l'extérieur
ont trouvé malheureusement d'importants relais à l'intérieur, d'où ensuite ce débat qu'il a fallu, ou en tout cas qui a été organisé, et qui a abouti donc au résultat que j'ai dit. Et donc le point de départ du livre, ça a été ça, c'était de dire, d'accord, on va vous prendre au mot, on va relire Marx, on va relire Trotsky, on va relire ce qu'il dit sur la religion, et évidemment moi j'avais envie de faire ça parce qu'il se trouve que dans mon cas, il s'agissait vraiment de relire. Quand on lit des textes de Lénine, qui sont des textes très, très concrets, beaucoup plus concrets que celui de Marx, c'est pas sur quel est le rapport en général entre l'émancipation humaine et la croyance religieuse, c'est carrément quel est le rapport qu'un parti révolutionnaire doit avoir avec des individus qui affichent des références religieuses, qui exercent même parfois un magistère religieux. Quelle place le parti peut-il leur donner? Est-ce qu'ils peuvent représenter le parti? Donc c'était des questions qui ressemblaient énormément à la question d'Hélène Moussaïd, à ceci près qu'elle n'avait aucune fonction cléricale. Mais voilà, je suis tombé sur ces textes de Lénine, où Lénine, de manière très pragmatique, parce que la question se pose à son époque, examine la question de savoir si un curé peut représenter le parti. Et il répond de manière tout aussi pragmatique que oui, bien entendu, il le peut si, lorsqu'il est en train de représenter le parti, il défend les positions du parti. Et si ces positions religieuses, il les défend en dehors du parti. S'il ne se sert pas de la tribune que lui donne le parti pour défendre d'autres positions que celles du parti, eh ben, il n'y a aucune objection à faire au fait qu'il puisse représenter comme n'importe qui d'autre le parti. Je qualifie ça de pragmatique, mais on peut qualifier ça tout simplement de matérialiste. Ce que Marx appelle matérialisme ne se définit pas avant tout par le fait de ne pas croire en Dieu. C'est pas ça. Ça s'appelle l'athéisme, ça s'appelle pas le matérialisme. Ce que Marx appelle le matérialisme, c'est de considérer que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais le réel, concret, des rapports sociaux, et que donc ce qui compte n'est pas tant les idées que se font les gens des raisons pour lesquelles ils agissent, ce qui compte, c'est ce qu'ils font. Et tout autre positionnement, justement, qui se polariserait sur ce qu'il y a dans la tête des gens, sur les idées que les gens se font de leur mobile, c'est ce que Marx dénonce sous l'appellation d'idéalisme. Mais quand on relit le texte sur l'opium du peuple, on se rend compte donc que ce texte... Donc d'une part que les textes de Lénine dont j'ai parlé, ils étaient vraiment réjouissants par rapport à l'invitation qu'avait fait Laurent Fabius ou d'autres de les relire et d'aller chercher chez eux la vérité de ce qu'il faut faire en 2012 ou en 2010. Parce que vraiment, on avait l'impression qu'ils avaient été écrits pour défendre la thèse de l'absolue légitimité d'Hélène Moussaïd à représenter le NPA aux élections. Il y a une citation que je rappelle dans le livre de Lénine. L'unité de la lutte véritablement révolutionnaire de la classe opprimée pour la création d'un paradis sur Terre est pour nous plus importante que l'unité d'opinion des prolétaires sur le paradis céleste. Et c'est ce décentrement-là que Lénine, après Marx, qualifie de posture matérialiste par rapport à une posture idéaliste qui se polariserait, qui accorderait trop d'importance aux idées que les gens se font d'eux-mêmes et des raisons pour lesquelles ils agissent. Le texte donc, sur l'opium du peuple, j'ai pas eu le temps d'y venir, mais je lui consacre donc tout le début du livre, à le relire attentivement et à le commenter. Et quand on le fait, on se rend compte très clairement que c'est un texte qui n'est pas dirigé justement contre. C'est un texte effectivement qui affirme une posture, une position irréligieuse, qui se présente comme irréligieux, mais qu'on ne peut absolument pas qualifier d'anti-religieux, et qui est même, si on le lit bien, qu'on peut considérer comme une attaque, non pas contre la religion, mais contre les anti-religieux, contre ceux qui pensent que la religion est la source de toutes les souffrances et de toutes les oppressions humaines. Et en gros, quand on lit donc le texte, on se rend compte qu'il est adressé avant tout au courant dominant à son époque, issu grosso modo de la tradition des Lumières, et qu'on retrouve en Allemagne
chez ce qu'on appelle les hegeliens de gauche, ou des gens comme Feuerbach, qui justement se polarisent sur la religion comme l'ennemi principal, comme la source de tous les maux de l'humanité, comme le front de lutte donc, sur lequel il faut se polariser pour libérer l'humanité. Et Marx, se positionnant dans ce débat qu'il n'a pas choisi, qui est celui de son époque, donc, intervient dans la question religieuse, s'y confronte, reprend le lieu commun de l'époque, qui est l'opium du peuple, à sa manière très particulière, pour aboutir à la conclusion, là encore une fois, si on lit bien le texte, que les croyants auront parfaitement raison de ne rien lâcher de leurs croyances, si en face d'eux, il y a des gens qui leur demandent d'y renoncer avec rien en échange. C'est-à-dire de renoncer à cette auréole spirituelle sans rien changer à cette vallée de larmes dans laquelle ils sont condamnés à vivre. Voilà en gros ce qu'est la position du jeune Marx à l'époque où il écrit ce texte. Et donc il y a toutes ces formules, il faut redescendre sur terre, il faut passer de la critique du ciel à la critique de la terre, c'est-à-dire de la critique de la religion à la critique du droit, de l'économie et de la politique. Là, je le cite encore. Et je rappelle aussi, et je souligne aussi dans le texte, que non seulement il le dit, mais il le fait. C'est-à-dire que pendant les 30 ans qui vont suivre et pendant lesquels il va produire, plus jamais il ne jugera utile, nécessaire, important de s'attaquer à la religion, et c'est bien sur terre, au droit, à l'économie et à la politique qui va consacrer l'essentiel de son travail. Voilà. Donc j'ai abordé que le début du livre. Après, donc, je reviens sur un certain nombre de griefs qui sont faits à la religion, sur ce que j'appelle une vision essentialiste de la religion, notamment dans le livre de Michel Onfray, sur des griefs comme celui d'antiféminisme, que les religions seraient la source principale de l'oppression patriarcale. Je reviens aussi sur, évidemment, l'inévitable débat sur la laïcité et ce que j'ai appelé la révolution conservatrice dans la conception de la laïcité. Et enfin, donc la fin du livre, on pourrait y revenir aussi dans la discussion, j'en arrive à un autre usage de ces textes de Marx, c'est que je pose la question suivante. Peut-être que les analyses que Marx, à l'époque, a développées sur la religion, quand il parle d'opium du peuple, de soupir de la créature opprimée, d'âme d'un monde sans cœur, etc., peut-être que c'est aujourd'hui l'irréligion, l'athéisme, alors non pas tout athéisme ou n'importe quel athéisme, mais justement ce que j'ai appelé cet athéisme identitaire, cet athéisme qui est affiché comme une identité profonde et importante, comme une part fondamentale de notre identité, que c'est peut-être cet athéisme et cette irréligion qui est devenue, donc d'où le sous-titre du livre, l'opium du peuple de gauche, le soupir du gauchiste déprimé, le projet des gauches sans projet. Enfin, je paraphrase un peu et je reprends, j'essaie de refaire une version contemporaine de ce que disait Marx à l'époque sur la religion, et j'ai l'impression que c'est l'irréligion aujourd'hui, ou en tout cas une certaine manière d'être irréligieux, qui est devenue, dans la France aujourd'hui, l'opium de ce qu'on appelle le peuple de gauche. Voilà. C'est elle que l'on matraque, que l'on